plaisir de vous retrouver ce soir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette grande édition d'information sur nos antennes. Décédé le 5 octobre dernier à Paris, en France, la dépouille mortelle de Zaidi Arthur Ngoma, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, est exposée au hall du Palais du Peuple. Elle a été décorée à titre posthume dans l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba par le président de la République, chef de l'État Joseph Kabila. Suivez ce reportage de Paulin Kalamba. Zaidi Ngoma Arthur, ancien vice-président de la République démocratique du Congo durant la transition de 2003 à 2006, est décédé mercredi 5 octobre 2016 à Paris, en France. Après l'arrivée de son corps à Kinshasa le 13 octobre 2016, la dépouille a les droits des obsèques dignes de son rang. Il a plu au chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, d'élever au rang des héros nationaux Kabila Lumumba à titre posthume. Monsieur Arthur Zaidi Ngoma, au nom du peuple congolais et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Ça n'est suivi les dépôts des gerbes des fleurs. Sur place au Palais du Peuple, plusieurs autorités politico-administratives et officiers supérieurs des polices et des FARDC, ainsi que les membres de la famille biologique, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Adieu Zaidi Ngoma. Un baobab est tombé, mais qui était réellement Zaidi Arthur Ngoma? Le portrait de cet ancien vice-président de la RDC après Sun City avec Eric Izami. Né le 18 septembre 1947 à Kalima, dans la province du Maniema, Zaidi Arthur Ngoma aurait bien voulu porter le nom de M. Mboudi, qu'il n'aura point vu se concrétiser en RDC. Il porterait aussi les sobriquets volontiers du géniteur de la rupture créatrice, là encore, qui n'aura pas vu venir en RDC alors que c'était son combat. Décédé mercredi 5 octobre 2016 à Paris après une longue maladie, Zaidi Arthur Ngoma a été président du mouvement politique Force du Futur et leader du regroupement politique Camp de la Patrie. Il a travaillé au sein de l'UNESCO avant d'embrasser la carrière politique en passant par la rébellion du Rassemblement Congolais pour la démocratie, le RCD. Zaidi Arthur Ngoma a été vice-président de la République en charge des affaires sociales et culturelles pendant la transition de 2003 à 2006 en RDC à l'issue des accords de Sun City où l'on comptait alors 4 vice-présidents, tous issus de factions rebelles qui avaient divisé le Congo-Kinshasa en 3, si pas 4 parties. Zaidi Arthur Ngoma, d'un français châtié, a été détenteur d'une licence en droit de la faculté de droit des sciences économiques de l'université d'Orléans en France en 1976. Il détient aussi un doctorat d'état en droit de l'université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne en 1981. Depuis Kinshasa où il était étudiant à l'Ovanium, aujourd'hui Unikin, Zaidi Ngoma a combattu le régime du président Mobutu. Il a pris part à de nombreuses manifestations organisées par les étudiants. Il fut arrêté le 4 juin 1969 lors de la marche estudiantine. Cette manifestation réprimée a fait 180 morts parmi les étudiants. Incarcéré au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa, il va réussir à s'évader de la prison et s'enfuir en France où il va poursuivre et achever ses études universitaires. À presque 70 ans d'âge, Zaidi Arthur Ngoma avait été évacué lundi 3 octobre par avion médicalisé et il s'est éteint mercredi 5 octobre 2016 alors qu'il participait aux travaux du dialogue national inclusif en Ngaliema en tant que personnalité politique.
Que son âme repose en paix. Tous les 9 hauts magistrats de la Cour constitutionnelle sont à Kinshasa. Malgré cette présence dans la capitale, la Cour constitutionnelle n'a pas atteint aujourd'hui le quorum requis pour siéger par rapport à la requête de la Commission électorale nationale indépendante sollicitant les reports de la convocation de l'électorat congolais pour la présidentielle. Le rendez-vous a été fixé pour le lundi 17 octobre 2016. Eric Izami y revient dans nos prochaines éditions avec détails. Rendons-nous à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour vous dire qu'une nouvelle armurerie a été inaugurée ce vendredi. Ces bâtiments érigés ont été financés par l'unité de lutte anti-mine de la MONUSCO avec une capacité de garder 30 000 armes et munitions de la police. Cet ouvrage servira d'un outil de contrôle d'usage et de circulation d'armes dans la ville de Goma. Pascal Moulegua, Brigitte Makuta nous en disent plus dans ce reportage. C'est après les traditionnelles cérémonies d'honneur militaire que les participants à cette cérémonie de remise d'ouvrages ont eu droit aux différents discours. Selon les sources proches du bienfaiteur UMAS, cet ouvrage a présenté un coût total de 85 500 $ américains, un bâtiment qui servira d'entrepôt pour garder toutes les armes dotées à la police ville de Goma. Les différents intervenants dans leur discours ont indiqué que cette bâtisse a une capacité de garder 30 000 armes. Une réalisation qui rassure les patrons de la PNC Nord Kivu, car plus les armes seront bien gardées, moins il y en aura en circulation. Pour le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Nord Kivu, un matériel ou une arme ne pourra sortir que pour une mission précise et autorisée. Un élément de plus qui a permis à Vital Wachangorumia d'exprimer sa satisfaction. Un grand et beau bâtiment, si devant nous, qui abritera désormais l'armurerie du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu. Ce geste combien significatif que vient d'accomplir ses partenaires privilégiés de la PNC est certes une solution à l'épineux problème de la conservation, de l'entretien et de la gestion des armes et des munitions selon les normes standards. L'état fort est intervenu lors de la coupure du ruban symbolique suivie d'une visite guidée de toutes les pièces. Il faut noter que UMAS est en train de poser les mêmes gestes à Mugunga, Kibumba, Bunia et Bukavu. Encourager la production de produits locaux antipaludéens, c'est l'une des recommandations de parlementaires au terme d'un atelier de réflexion sur la surtaxation de produits antipaludéens. Ceci vise à combattre la maladie et réduire le taux de morbidité dû à cette pandémie. De Momat et David Tembeni. Le paludisme demeure une des causes principales de morbidité en République démocratique du Congo. Constat fait par le parlementaire RD congolais au terme de 2 jours de réflexion sur cette maladie. Il était important pour nous de voir si l'ensemble des Congolais avaient une accessibilité aux produits antipaludéens, c'est-à-dire aux produits qui soignent la malaria. Mais à l'issue de cet atelier, nous avons compris que l'accessibilité aux antipaludiques n'est pas possible pour tous les Congolais au regard du fait de pouvoir d'achat. La surtaxation des produits antipaludéens est quant à elle un des facteurs qui freine la lutte contre le paludisme. Loin de s'arrêter aux réflexions apocalyptiques, les parlementaires ont produit quelques recommandations. C'est la promotion de la production locale, parce que nous avons découvert qu'il y a des industries qui produisent les antipaludéens au niveau de la République, et là, il est du devoir du gouvernement de la République de soutenir ces entreprises-là par l'accès au crédit et aussi par un certain allègement fiscal pour permettre à toutes ces industries-là, locales et congolaises, d'être beaucoup plus compétitives. Et puis de deux, nous devons favoriser l'exportation des produits qui sont déjà homologués par le PNLP et l'OMS. Tous ces produits-là, nous devons faciliter l'importation de ces produits. Et par rapport à ça, nous avons étudié comment nous pouvons partir d'un allègement fiscal à une détaxation totale dans le temps. Ce n'est pas dit que nous avons proposé la détaxation dans l'immédiat, mais nous nous sommes dit de façon échelonnée, à court, moyen et long terme, on peut passer d'un allègement et pour finir, lorsqu'on aura un budget conséquent au niveau de la République, qu'on arrive à une détaxation sociale pour que tous les Congolais de la maladie puissent accéder aux produits. Lutter contre la malaria, c'est aussi lutter contre la pauvreté. Au-delà donc des produits de recommandations, les citoyens lambda attendent surtout leur mise en œuvre.
La République démocratique du Congo fait face à des taux élevés de cas de choléra dans les zones endémiques, dans sa partie est, sa partie occidentale et le long du fleuve Congo. Selon l'UNICEF, la maladie risque de toucher violemment Kinshasa. La réaction du gouvernement et de partenaires est plus que nécessaire, aussi bien en termes d'argent que de sensibilisation. Le briefing organisé ce vendredi par l'UNICEF à l'intention de professionnels de médias à la veille de la journée mondiale du lavage de mains rentre dans le cadre du partenariat pour la sensibilisation Polydor Ngaziami. En prévision de la journée mondiale du lavage des mains, célébrée le 15 octobre de chaque année depuis 2008, l'UNICEF a organisé un briefing à l'intention des médias pour faire le point de la situation épidémiologique du choléra en RDC. Une situation qui révèle des flambées dans le bassin du Congo. En effet, le nombre de cas et de décès du choléra a doublé comparativement à 2015. 22 002 cas, dont 646 décès, ont été signalés de janvier à octobre 2016. En République démocratique du Congo, la situation est vraiment préoccupante. Il est important que vous soyez au courant, que la population soit au courant, que tous ceux qui sont concernés de près ou de loin par cette maladie soient au courant. Voilà, parce qu'on est relativement inquiet des perspectives à venir. Et il faut qu'on véhicule le message que chacun doit faire attention, que chacun peut agir à son niveau, mais qu'également à d'autres sphères. Et, voilà, il y a des mobilisations qui doivent se faire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a souhaité vous convoquer. La situation est très préoccupante, d'autant plus que le choléra continue à se répandre et touche aussi la République centrafricaine et le Congo-Brazza. Elle risque de s'aggraver encore avec le retour de la saison des pluies. La propagation le long du fleuve Congo et à Kinshasa est à risque. Il y a donc urgence, mais il faut un financement de 14 millions de dollars pour y faire face. 4 millions, selon le plan de réponse intégré WASH, santé et communication identifié, 4 millions sont déjà disponibles. L'UNICEF assure en appui du gouvernement la coordination du plus WASH et de la réponse choléra en fournissant des intrants de prise en charge des malades, le matériel WASH et appuie les activités de sensibilisation. Justement, c'est l'épée Madeleine des Bibois dans la commune de Lantile qui a servi de cadre ce 14 octobre pour la célébration de la journée internationale de lavage de mains avec comme thème choisir le lavage de mains, c'est choisir la santé. Le but de cette journée est de sensibiliser la population à travers les enfants à la pratique clé de lavage de mains afin d'éviter les maladies de mains sales. Patricia Bassois. Pour cette 8e journée mondiale, la cible principale était les écoles et les enfants, car ceux-ci sont menacés par les maladies de mains sales. Selon l'UNICEF, 1,7 million d'enfants décèdent dans le monde à cause des maladies de mains sales, chiffre qui représente 200 enfants par heure dans le monde. L'option d'associer les élèves n'est pas hasardeuse, mais une nécessité. Actuellement, la ville de Kinshasa est cible du choléra, qui est une des maladies causées par les mains sales. 10 millions de Congolais ne se lavent pas les mains au moment critique par manque de savon, de cendre ou d'eau propre. Pourtant, ce geste banal peut sauver des vies. Je mets mes mains plusieurs fois. Les regards. Je rince le robinet. Je ferme le robinet et je sèche mes mains à l'air libre. Le slogan de cette mobilisation est de faire le lavage de mains une habitude et choisir le lavage de mains. C'est aussi choisir la santé, car ceci se révèle une arme protectrice. Voilà qui est bien dit par Patricia Bassois. Santé encore. Cette fois-ci, nous allons parler de la lutte contre le VIH-Sida à Kisangani. La campagne des dépistages volontaires a commencé ce vendredi dans l'enceinte de la prison centrale de cette ville. Des détails avec notre correspondant sur place, Patrick Mangala. J'en téléphone, pardon, Momat.
de sensibilisation et dépistage volontaire à Kisangani a débuté ce jeudi 13 octobre 2016 dans la centre de la prison centrale de Kisangani. Pendant 10 jours, les détenus vont se faire dépister pour connaître leur statut sérologique. Maître Stege Tamundé, les conseillers au ministère de la Justice et des Droits humains et VH, justifient leur présence à la prison centrale de Kisangani. Tout simplement parce que dans la politique nationale de lutte contre le VIH, les populations carcérales se trouvent parmi les populations clés, à haut risque, les populations vulnérables. Et comme nous sommes dans l'objectif 90-90-90, nous ne devons pas laisser les uns à côté pour travailler avec les autres. Non, nous devons travailler avec tous, comme on dit, ne laisser personne de côté. Et cette population à haut risque, nous devons aussi tenir compte. Pour autant aussi dire, ça rentre dans le cadre de la mission du ministère de la Justice. Cette campagne de sensibilisation a connu la participation de PNMLS et ECOP Plus de Kisangani, Patrick Mangala pour Anton. Et puis nous allons retourner dans la capitale Kinshasa pour vous dire qu'un déjeuner plaidoyer sur les maladies émergentes du manioc et du bananier a été organisé hier mercredi par la FAO au fleuve Congo-Tel à Gombe. Il a été question d'échanger avec les partenaires œuvrant dans le domaine agricole sur comment lutter contre ces maladies qui constituent une menace pour la production des aliments en République démocratique du Congo. Sylvain Kapombo-Senguele, Jenny Tamboué vous propose ce reportage. La République démocratique du Congo fait actuellement face à 2 maladies destructives du jamais connues dans les domaines agricoles. Il s'agit de la striure brune du manioc et le wilt bactérien du bananier. Et si l'on y prend garde, les pays pourraient connaître une crise alimentaire plus grave que celle occasionnée par la souche ougandaise du virus du manioc, lesquelles avaient entraîné la réduction de 20 à 14 millions de la production du manioc autour des années 2000. D'où l'importance de ces déjeuners plaidoyers organisés par la FAO dans le but de sensibiliser les partenaires sur les actions à mener pour prévenir cette maladie. Donc ce déjeuner est organisé en marge de la Journée mondiale de l'alimentation, dont le thème cette année c'est le climat change, et donc pour que l'agriculture et l'alimentation s'adaptent et changent également. Et plus particulièrement, je voudrais parler de 2 maladies principales, c'est-à-dire la striure brune qui attaque le manioc et le wilt bactérien qui attaque le bananier, qui sont des menaces extrêmement sérieuses. Elles sont sérieuses pour 2 raisons. D'une part parce qu'elles s'adressent, elles affectent les populations qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables. La deuxième raison, c'est lié au changement climatique, parce que le manioc, en fait, on dit que c'est une des plantes qui résiste le mieux, qui s'adapte le mieux à l'augmentation de température. Manoka Abi est l'une des producteurs du manioc. Elle fait ici une exhortation non négligeable. C'est un problème très très sérieux, parce que là, c'est la perte est totale. Donc si les efforts ne sont pas faits pour arriver à juguler cette maladie, ça sera vraiment la catastrophe pour tout le monde. On prit part à ces déjeuners plaidoyers sur la striure brune du manioc et wilt bactérien du bananier, 13 corps diplomatiques accrédités en RDC, notamment la Belgique, la Norvège et la Suisse. Dans le reste de l'actualité, inauguration ce vendredi 14 octobre 2016 du Centre de ressources pour le média CRM en sigle pour l'ONG Journalistes en danger GED. Cet espace situé sur l'avenue Niembo numéro 21 dans la commune de la Gombe est réservé aux journalistes pour leur documentation et échange sur le métier dans mon matin. Tout journaliste exerçant son métier à Kinshasa ou de passage dans la capitale RD congolaise peut désormais se supposer heureux d'avoir où s'adresser pour la documentation. En effet, le Centre des ressources pour le média CRM en sigle 6 sur avenue Niembo numéro 21 dans la commune de la Gombe a été conçu pour répondre à ses besoins. L'œuvre est signée Journaliste en danger, GED. Ce cadre ici, le centre, c'est un lieu de rencontre pour les journalistes, un lieu de formation, un lieu d'information où les journalistes peuvent venir ici et avoir accès notamment à l'internet, avoir accès notamment à une bibliothèque où ils peuvent faire des recherches ici, ils peuvent avoir toutes les informations dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment la maison de la presse. Durant l'initiative, Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'UNPC, a profité de l'occasion pour inviter les journalistes à se mettre en ordre avec la corporation afin d'avoir un accès facile au site. Ne peut accéder à ce centre que le journaliste détenteur d'une carte. Et ça sera la carte de l'UNPC qui fera foi pour venir ici, parce qu'on ne peut pas ouvrir ce centre à tout le monde. Inauguré le vendredi 14 octobre 2016, le Centre des ressources pour le média, deuxième du genre après celui de Goma,
fait partie des réalisations prévues dans le cadre du programme de développement du secteur des médias en RDC, PDSM, financé par l'USAID avec l'appui d'Internews. Et voilà, la société de télécommunications RTL RDC a procédé ce vendredi à la deuxième remise de prix de la promotion RTL Winner ainsi qu'à la présentation des gagnants du tirage de septembre. La cérémonie s'est déroulée dans l'un des shops RTL dans la commune de Kintambo. Patricia Bassoua, Joseph Bélébélé. La promotion RTL Winner a été lancée le mercredi 29 juin 2016. Pendant 120 jours, les candidats seront soumis à un jeu de questions-réponses en rapport avec la culture générale. À ces jours, nous avons enregistré plus d'une centaine de gagnants journaliers, une dizaine de gagnants hebdomadaires et 3 gagnants mensuels. Pour y participer, il faudra juste envoyer gratuitement OK au numéro 47 77. Dès que vous envoyez ce mot-clé, vous êtes directement enregistré dans la promotion RTL Winner et vous allez commencer à recevoir des lots de questions tous les jours. Alors chaque bonne réponse à chaque question, bien sûr, vous donne 20 points et chaque réponse incorrecte vous donne 10 points. Plus vous jouez, plus vous accumulez des points, vous maximisez vos chances d'être tiré au sort et de faire partie des erreurs gagnants, des erreurs élus. L'heure a été à la remise de prix. Au total, 5 gagnants ont été tirés au sort et répartis en candidats journaliers, puis le gagnant hebdomadaire. Ouais, je dirais, je suis satisfait de ce jeu. J'ai trouvé la passion et il me paye, je suis satisfait. J'ai joué comme tout le monde, aussi de manière désintéressée. Voilà, le prix m'a été accordé. Cette promo durera 120 jours. RTL donne la chance à ses abonnés pour être le prochain RTL Winner. Et puis l'opération Jeudi Sinistre d'hier jeudi s'est déroulée normalement à la direction générale de la Société nationale d'assurance où plus de 100 dossiers sinistres ont été payés pour leader gazienne. Plus de 100, précisément 169. C'est le nombre des dossiers que l'assureur national, la SONAS, a payé hier lors de l'opération Jeudi Sinistre instaurée depuis quelques années en faveur de ses clients, c'est-à-dire ceux qui ont souscrit à ces différents produits. Pour ce énième Jeudi Sinistre, les dossiers payés se rapportent précisément aux assurances vie, incendie et auto. La nature humaine a la manie de résister à la vérité et de se montrer incrédule même devant des faits qui se passent de tout commentaire. C'est dans pareilles circonstances que le miracle intervient quand on se trouve en pleine religion. Mais en matière d'indemnisation, c'est le témoignage des bénéficiaires qui convainc le mieux, comme celui d'un célèbre acteur de théâtre congolais qui a connu un accident sur la nationale numéro 1 en plein voyage pour Matadi. Dans cet accident, il y a un accident à Salaki, il y a Matadi. Grâce à SONAS. Il y a un accident à Bino. Bino Nyoso, il y a une entreprise, il y a une voiture, il y a un ça de transport. Nous avons un immeuble, Nanga Moko, Toya Awana SONAS, Lubiko Sungayo. Souscrire aux assurances proposées par la SONAS, c'est assurer son avenir et surtout prévoir l'imprévisible. Les temps des fables et contes est passé. Aujourd'hui, c'est les faits qui parlent. Approchez-vous donc de la SONAS pour vous assurer que ce qu'elle fait est vrai et bénéfique pour vous. Et nous allons dire un mot sport avant de passer à autre chose. Sachez que le préparatif des jubilés Mamale et Kassongo Banza di Korando vont bon train. Le dimanche dernier, c'est le télétour de la commune de Massina où les amis de Mamale et Korando se sont produits au terrain Don Bosco sur la supervision de l'ambassadeur du football congolais Aziz Makukula, Papi Alikumba Kisaka. Le message de Emeka Mamale et Korando n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Je pense que Emeka Mamale et Korando, ils ont marqué notre football de moment passé, je pense dans le temps passé. Ils ont marqué une très bonne étape avec notre organisation FEMAB. Donc on réussit petit à petit avec de gros moyens. Les gens se sont mis en pause et ils arrivent à réaliser des éléments ainsi. Moi je suis juste honoré et je remercie pour ça. Sur les terrains de Don Bosco à Massina, les amis de Mamale et Korando ont été plus forts que leurs adversaires.
Un motif de satisfaction pour les deux jubilaires. Aziz Makoukoula, azali ambassadeur, abaki ambassadeur, il y a des joueurs au Baleka, na ba joueurs au Bazali Soussou, obeta na ba OP Soussou, na futur na bango, az ambassadeur. Et on a l'air de côté dossier na biso pa na e, to biso na courant de to ça la jubilé. Il fallait nzamba sunga kaka ba te la fait ko na biso pour makambo nyuso kende bien. Pour ndeto zawa, mo ba difficulté ezali mo mukekaka. Mais to ntala kaka ndenge makambo zo kende kaka. En croire l'ambassadeur du football congolais, Aziz Makoukoula, cet événement sera ouvert à tous les léopards qui ont marqué l'histoire du football sur le plan international. 98. Et nous allons maintenant lire le journal Paris dans la capitale. C'est vendredi, c'est dans une sélection et un commentaire de Don Moumat, revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. À sa une, l'objectif titre Dialogue national, la majorité lâche la primature. Pour le confrère, il s'agit là d'un premier accord qui semble mettre les participants de ces assises d'accord. Primature à l'opposition, un acquis certes, mais à qui l'a confié, s'interroge à sa une Géopolis. Déjà jeudi 13 octobre 2016, sur le zone des radios locales captées à Kinshasa, la capitale RD congolaise, le parti Bundu Diamayala a lancé les tons en évoquant les critères géopolitiques, disant que du fait que le président est de l'Est, le Premier ministre doit provenir de l'Ouest. Dit sitôt attaqué par d'autres acteurs politiques qui ont affirmé que cet argument a été, on ne peut plus fantaisiste, dans la mesure où l'accord politique qui donnera naissance à ces gouvernements est basé sur une fracture idéologique et non sociologique. Si le choix du Premier ministre est un choix discrétionnaire du chef de l'État, on ne peut malheureusement pas définir le portrait robot de ces derniers, car, conclut le journal, par définition, un choix discrétionnaire reste un choix non prévisible. Les nouveaux observateurs révèlent que le président Joseph Kabila aurait déjà jeté son dévolu sur Vital Kamerhe, le président de l'UNC. D'après le journal, Joseph Kabila compterait beaucoup sur la popularité de Vital Kamerhe dans le nord et sud Kivu pour rebondir à l'est du pays, où son image de pacificateur est écornée par le massacre à répétition dans les territoires de Béni. Vital Kamerhe pourrait ainsi l'aider à reconquérir le cœur des populations meurtries du nord et sud Kivu. Pressenti Premier ministre issu du dialogue, Kamerhe, selon Congo Nouveau, glisse avec Joseph Kabila. Dialogue donc sous les auspices de Kodjo RDC, l'accord politique s'approche, les rassemblements s'éloignent, s'exclame la prospérité. Le bateau du dialogue avance inexorablement vers le quai. Un accord politique serait au point d'être signé si tout va bien ce week-end. La majorité et l'opposition pro-dialogue conduite respectivement par les co-modérateurs Alexis Tambou-Mwamba et Vital Kamerhe auraient trouvé finalement un compromis sur l'essentiel des questions résiduelles sur les divergences. Autrement dit, après le 19 décembre 2016, Joseph Kabila se maintient aux commandes du pays jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu conformément à l'article 70 alinéa 2 et dans un mécanisme de contrôle croisé, l'opposition récupère quant à elle les arcanes de la primature. C'est la fin de cette revue, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Ainsi prend fin ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui l'avez reçu chez vous. Ces remerciements, c'est au nom de Don Moumat et Claude Toumba. Le prochain journal, vous le retrouverez demain à 17h30 avec Africa Mujinga qui sera là à 10h et 12h. Ne manquez pas l'actualité en Lingala, c'est à 16h avec Anne-Marie Osikbala. Je serai là à 19h pour vous informer. Salutations spéciales à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis depuis Matadi dans le Congo central. Bonsoir chez vous.